On continue avec une autre lecture analytique sur les animaux malades de la peste. Donc, introduction, vous présentez l'auteur. Jean de La Fontaine, c'est un auteur et poète français du courant classique du XVIIe siècle, dont l'histoire littéraire retient essentiellement les fables, inspirées d'Ésope et d'autres fabulistes. La plupart de ces fables, en nous donnant des leçons de sagesse, confirment son ambition de moraliste. Et on peut rappeler d'ailleurs pour la culture générale que le XVIIe siècle est par ailleurs le siècle des moralistes. La Bruyère, Boileau, La Rochefoucauld. L'œuvre, présentons-la, composée à partir de 1678 et pas 1878, vous pouvez corriger. Le second recueil de fables dédié à Madame de Montespan comporte 4 livres et plus de 70 fables. Présentation de la fable, c'est les animaux malades de la peste, raconte comment une maladie, la peste, décime les animaux et comment le lion réunit tous les animaux afin de trouver l'origine de cette punition divine. Les animaux les plus puissants s'accusent de crimes qui les amenuisent, tandis que l'âne avoue un crime bénin, crime pour lequel il est condamné à mort. La morale est restée célèbre. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Problématique. Comment La Fontaine dénonce-t-il l'arbitraire de la justice dans cette fable? L'arbitraire, tout ce qui est autoritaire, injuste et forcé. Le plan, donc il y a une situation initiale, verbe 1 à 14, donc c'est la peste, l'arrivée de la peste chez les animaux. Ça, c'est pas inclus dans l'analyse linéaire finale. Bon, je l'ai mis quand même. Nous, on commence notre analyse avec l'élément perturbateur. C'est le lion qui organise une assemblée pour désigner un bouc émissaire, du vers 15 à 24. Il y a des péripéties, deuxième mouvement. Les animaux présentent leur défense, vers 25 à 54. Le troisième mouvement, c'est la sanction et la situation finale, puisqu'on a la condamnation et la mise à mort de l'âne. Au final, quatrième mouvement, la morale, très courte, 2 lignes, vers 63 à 64. On a la situation initiale vers 1 à 14, donc c'est pas inclus dans l'analyse linéaire finale, donc du coup je vais lire un petit peu plus long, mais bon, on a 2 longues périphrases qui, avant de désigner la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, on a un effet d'attente, et puis là, la peste. On attend effectivement la mention de ce mal. Le champ lexical de la mort est omniprésent. Achéron, qui est un fleuve des enfers, mourait, mourante. Ça fait un chiasme avec ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On a beaucoup de négations pour montrer la perte de liberté et de vie chez les animaux. Bon, ça c'est pas dans l'analyse finale, donc c'est pas la peine de retenir, mais bon. Là, on passe vraiment à l'analyse linéaire. C'est l'élément perturbateur. Premier mouvement, le lion organise une assemblée pour désigner un bouc émissaire vers 15 à 24. Alors, quant à, on a le lion qui est une allégorie du roi, puisque c'est le premier personnage à prendre la parole. Son discours est le plus long, vers 15 à 37. Il décide, avec un subjonctif d'ordre, c'est-à-dire que plus subjonctif, que le plus coupable de nous se sacrifie, vers 19-20, que le plus coupable périsse, vers 33. Pour lui, l'envoi de la peste est un châtiment divin, puisqu'on a un lexique chrétien avec péché, coupable, se sacrifier, céleste courroux, dévouement, conscience. Tout ça renvoie effectivement au lexique chrétien, avec tout de même le mythe de Diproie en filigrane. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements que de trouver le plus coupable. Effectivement, dans Diproie, il y a cette histoire de peste qui doit être solutionnée en faisant une enquête. Une peste comme une calamité divine. Donc là, on a la confession publique. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. On a une diérèse sur le mot conscience et ça fait une insistance. Donc, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Mais c'est de l'ironie puisque le lion est un hypocrite. Il ne veut pas vraiment voir sans indulgence l'état de sa conscience. On a des péripéties, donc après cette annonce du roi, on va trouver le coupable. On a des péripéties où tous les animaux présentent leur défense vers 25 à 54. L'ordre d'apparition, on a une dégradation hiérarchique, on va du plus puissant au plus faible. Après le lion, vers 15, on a le renard, vers 34. Après, on a le tigre, l'ours et les martins, qui sont des espèces de chiens, de garde, assez costauds, vers 45-47. Et au final, on a l'âne, tout au bout, vers 49. Donc ça va de... Les animaux sont de moins en moins imposants, finalement. On a un faux autoprocès du lion. Le lion met les autres en confiance, il fait une apostrophe familière. Mes chers amis, vers 15. Il a l'air de reconnaître ses fautes. Je dis bien, il a l'air
C'est pas qu'il reconnaît ses fautes, mais il a l'air de reconnaître ses fautes. Il fait un péché de gourmandise avec le terme appétit glouton, vers 25, avec le participe passé dévoré, qui connote la violence, vers 26. J'ai dévoré force mouton, l'adverbe force, qui veut dire beaucoup, ça suppose la récidive, il en a vraiment mangé plusieurs fois, plein de fois. Le nom berger est rejeté au vers suivant, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Effectivement, il y a un effet de surprise un petit peu, on s'attend pas à trouver un trisyllabe, c'est-à-dire un vers de 3 pieds, ici. Mais le lion, il est jugé parti, il est franc, il dit la vérité, parce qu'en tant que puissant, il ne risque rien, évidemment. Il veut amener les autres animaux à avoir confiance et à s'accuser. Donc c'est une espèce de ruse du lion. L'exemple de cette hypocrisie, c'est « je me dévouerai donc, s'il le faut, mais ». Donc je me dévouerai, donc c'est le verbe dévouer au futur simple, on a l'impression qu'il va le faire. Mais aussitôt, on a une conjonction de coordination « mais ». Oui d'accord, je fais… mais ça montre qu'il n'a pas du tout l'intention de se dévouer. Et là, on a toute une confession des puissants, qui fait comme une sorte de satire de la cour. Satire, c'est une sorte de caricature, de critique par le rire. Le renard représente tous les flatteurs, au vers 43. Le renard atténue les crimes du lion, il fait de lui un éloge exagéré, comme montré par les adverbes hyperboliques trop et beaucoup. Donc le renard aussi est un lâche, il s'acharne sur le plus faible. Oui, les moutons assimilés à la canaille. Le renard est hypocrite, il évite au lion de faire son examen de conscience. Et donc, atténuation des crimes du lion, lâcheté, hypocrisie, bravo, il est applaudi au vers 43 par tous les autres. Évidemment, ce n'est pas sincère. La Fontaine dénonce l'hypocrisie du renard. Le renard est hypocrite, mais il est habile. Effectivement, il s'en sort très bien. On voit c'est ce genre de stratagème un peu par un joli discours. C'est assez courant dans les fables, voire aussi les obsèques de la lionne et la cour du lion. Toutes les puissances, vers 45, échappent au châtiment en raison de leur force. C'est une opposition soulignée par l'antithèse Jean querelleur et petit saint. Effectivement, les puissants sont considérés comme des gens querelleurs, mais ils apparaissent comme des petits saints. La confession de l'âne, alors lui, c'est mal parti. Il prend la parole le dernier déjà. Il représente la naïveté et l'honnêteté, et c'est pas toujours des qualités chez La Fontaine. Généralement, ça finit mal pour les naïfs et les honnêtes chez La Fontaine. Après le discours du lion et les multiples confessions des autres animaux, il croit pouvoir parler franchement, puisqu'il faut parler net, vers 54. C'est une erreur fatale. Il n'aurait jamais dû prendre la parole ainsi, cet âne. Il est mal parti. Sa faute, elle est mineure. Je t'en dis de ce près la largeur de ma langue, vers 53. Mais en même temps, après avoir avoué qu'il a tondu de la largeur de sa langue, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, c'est quelques centimètres, mais il dit qu'il a été tenté par le diable. Quelques diables aussi me poussant. Aïe, il faut éviter de dire qu'on est tenté par le diable. Il y a aussi la mention d'un pré aux moines. Oui, donc poussé par le diable, il a mangé de l'herbe qui appartenait quand même aux religieux. C'était des grands propriétaires de terrain à l'époque. Donc finalement, sans le vouloir, il donne tous les prétextes pour le condamner. Vous me mettez un S après texte que j'ai oublié. Et voilà, sanction et situation finale. Condamnation et mise à mort de l'âne, vers 55 à 62. C'est terrible pour lui. C'est notre troisième partie, c'est un coup de théâtre. Le plus coupable, c'est l'âne. On cria haro sur le baudet, qui est une expression qui est restée. C'est une décision injuste, puisque l'âne est le seul à n'avoir tué personne dans le lot. Et le loup vient officialiser le jugement. Il prononce une harangue, c'est-à-dire une sorte de discours public, simplement pour avoir une sorte qu'on ait l'impression qu'il y ait de la justice, mais il n'y en a pas tellement. De toute manière, l'âne est déjà condamné, puisqu'on a le groupe nominal, ce maudit animal. Donc déjà, vu comment il est qualifié, c'est mal parti. Et l'âne, c'est le bouc émissaire. La Fontaine montre la disproportion entre le crime et le châtiment. Sa peccadille fut jugée incapendable. On a une opposition sur le plan du sens, puisque l'antithèse peccadille, c'est-à-dire une faute mineure, pas très très grave, s'oppose à capendable, qui est un cas qui mérite la pendaison. Donc, sur le plan du sens, c'est opposé, mais sur le plan du son, ça se ressemble, puisqu'on a une assonance en A, K, P, K, dit K, pendable,
et une allitération peu, que et de picadie capandable. Et voilà, c'est fini pour l'âne. On a un euphémisme pour une exécution. On le lui fit bien voir. Ouch, ça veut dire qu'il se fait tuer, quoi. On a une ellipse, puisqu'il n'y a aucun détail sur la mort, ni finalement, est-ce que la mort de l'âne a été efficace contre la peste? Finalement, c'est pas ça le principe de La Fontaine, c'est pas ce que La Fontaine veut montrer. Puisque finalement, on a un dénouement qui est tragique pour l'âne, mais qui n'est pas pathétique en soi, qui ne fait pas pleurer. Parce que plus que le sort de l'âne, qui est assez vite expédié, ce qui compte, c'est la morale finale. Voici la morale, dernier mouvement, vers 63-64. Morale est hyper courte, hein. On a une adresse directe au lecteur, vous, selon que vous soyez puissant ou misérable, ce qui donne une volonté d'universalité. On a deux antithèses qui sont mises en relief par le parallélisme des vers. Puissant, misérable, blanc, noir. Bon, finalement, ces antithèses mettent en avant la critique de l'arbitraire de la justice. Hein, si vous êtes puissant, vous échappez à la justice. Si vous êtes misérable, vous êtes condamné. La conclusion. À travers un récit rondement mené, plein de péripéties et de discours, La Fontaine montre des puissants qui échappent toujours au châtiment et des quasi-innocents qui se font condamner lourdement. Et ouais, c'est une leçon valable de tous les temps, même de nos jours.